Bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous et vos proches allez bien dans les circonstances. Je me présente, Jannick Boudreau, vice-présidente marché institutionnel. Donc, bienvenue à ce webinaire avec Pierre-Philippe Seigne-Marie, chef des placements, sur les opportunités de marché qu'amène cette crise, principalement en obligations provinciales et municipales, mais également en obligations corporatives. Avant de laisser la parole à Pierre-Philippe, permettez-moi de faire quelques éléments logistiques. Donc, la présentation sera faite sans aucune interruption. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les écrire dans le Q&A. Donc, en bougeant votre souris, ça devrait apparaître au bas de votre écran. Aussi, à la fin de la présentation, vous pourrez cliquer sur la petite main pour lever la main et on vous donnera la parole. Donc, sans plus tarder, merci Pierre-Philippe. Merci, Jannick. Bonjour et merci d'être avec nous pour ce webinaire sur la pandémie de COVID, son impact potentiel sur notre économie et les marchés, ainsi que sur les opportunités qu'elle crée. Un rappel rapide sur mon expérience et ma formation. J'ai commencé ma carrière en modélisation d'options de taux d'intérêt dans les années 90 avant de devenir un mainteneur de marché sur les dérivés de crédit dans une banque canadienne. Je gère des portefeuilles de revenus fixes pour une clientèle institutionnelle depuis 2001. Lorsque j'ai joint l'industrie, on m'a dit de m'attendre à une récession à peu près à tous les 10 ans. Dans ma carrière, ça a ressemblé plutôt à une crise financière importante à tous les 6 ans. Ayant étudié la biostatistique à McGill lors de ma mineure en mathématiques, je m'intéresse toujours à la biologie et plus particulièrement à la microbiologie. Je vais vous présenter aujourd'hui le point sur la situation épidémiologique telle que nous l'analysons, 4 scénarios économiques que nous entrevoyons, notre vision de l'impact de la COVID sur l'économie et les marchés, et finalement, 3 opportunités que nous avons identifiées étant donné notre scénario de base. Nous sommes dans une situation de crise, une crise de pandémie, qui économiquement est similaire à celle d'une crise de guerre. Les pans entiers de l'économie se sont arrêtés pour des raisons extérieures à l'économie ou au marché financier. Contrairement aux crises précédentes, cette crise n'est pas causée par l'exubérance des marchés comme en 2008. On se souviendra des subprimes, entre autres, ou la bulle techno en 2000, mais dû à un frein économique causé par un élément exogène, pas similaire à une guerre. Cette crise ne sera pas gagnée par de bonnes politiques fiscales et monétaires, mais par des avancées pharmacologiques. Au niveau épidémiologique, il y a beaucoup plus de personnes infectées que de personnes testées. Donc, l'infection est beaucoup plus prévalente que ce qui est publié. Certaines études avancent que de 25 à 50% des personnes infectées pourraient être asymptomatiques. Nous voyons le nombre de décès se stabiliser, particulièrement aux États-Unis, qui comptent en ce moment pour plus de 30% des cas de COVID, et est donc un paramètre mondial de l'infection. Nous préférons nous référer au nombre de décès plutôt qu'au nombre de personnes infectées, car ceux-ci sont moins aptes à être erronés. La qualité des données étant une source considérable d'incertitude. Selon les dernières études, nous nous attendons entre 95 000 et 240 000 décès aux États-Unis. Bien sûr, dans ce cas-ci, des mesures sans précédent furent mises en place pour éviter un taux de mortalité élevé. C'est la balance entre les enjeux économiques et les enjeux sanitaires, ainsi que nos avancées médicales et pharmacologiques qui viendront dicter comment la mortalité associée au COVID évoluera. La situation canadienne est similaire à la tendance mondiale. Le Québec est le centre de la crise au Canada. Notre période de relâche précoce et nos habitudes de voyage expliqueraient ce phénomène. Comme dans la plupart des pays avancés avec des cas de COVID, notre nombre de décès au Canada semble être au sommet de la courbe avec une stabilisation. On peut le voir sur le graphique du côté gauche dans Reported Case et au niveau des décès, il y a une stabilisation. Et comme dans la majorité des pays développés, nous entrevoyons maintenant une réouverture. Mais la question la plus importante à ce moment est, est-ce qu'avec une réouverture, nous allons avoir une deuxième vague? Pour répondre à cette question, nous avons identifié 3 facteurs critiques, soit l'immunité, la découverte d'un remède et la production de masse d'un vaccin avant décembre 2020. Nos scénarios de reprise économique dépendent de ces 3 facteurs. Nous voyons 4 scénarios. Reprise économique en V. Donc, avec une immunité, un remède et un vaccin avant 2020. Si nous avons ces 3 conditions, nous pourrions voir une reprise économique en V. À ce moment-ci, c'est notre scénario de base.
Reprise économique en U, avec une immunité et un remède. C'est l'attente du marché en ce moment. Mais il y a également deux autres scénarios. Une reprise économique en L, où on a juste une immunité. À ce moment-là, ce n'est pas vraiment une reprise économique. On a une descente au niveau du PIB qui reste stable. Tout un pan de l'économie qui n'arrive pas à se remettre sur pied. Finalement, il y a un quatrième scénario. Lui, on n'attribue vraiment pas beaucoup de probabilité, qui est une décroissance économique. On pourrait voir une décroissance économique importante si on n'arrive pas à atteindre d'immunité, on n'a pas de remède et on n'a pas de vaccin. Il y a aussi d'autres thèmes causés indirectement par le COVID, comme les tensions sino-américaines qui se profilent. Éventuellement, ceux-ci pourraient nous amener à d'autres facteurs à considérer, mais pour le moment, ils ne sont pas en premier plan d'analyse. Afin de faire face à cette crise, on a vu des actions rapides et musclées des gouvernements et des banques centrales. Coupure des taux directeurs, injection de liquidités dans l'économie. Aux États-Unis, achat par la Fed et programme de près de 4 billions ou trilliards pour soutenir l'économie. C'est gigantesque comparé à 2008. Au Canada, subventions aux entreprises et particulièrement, on pense au PCU de 2 000 $ par mois. 3 baisses de 50 points de base du taux directeur, maintenant à 25 points de base. Achat d'obligations fédérales, provinciales et corporatives, d'acceptation bancaire, de marché monétaire provincial et de papier commercial. Réduction de la réserve des fonds propres des banques, 300 milliards en prêts supplémentaires. Ces mesures ne seront pas capables de nous épargner une récession ou une dépression si nous n'avons pas des avancées pharmacologiques, mais ils permettront une relance très rapide de l'économie une fois le virus battu. Les deux indicateurs principaux de la situation économique d'un pays sont le PIB et l'emploi. En ce moment, l'économie canadienne passe par deux chocs, une crise pétrolière et une crise sanitaire. Le Canada, comme tout pays développé, a une économie majoritairement de services, avec 61% du PIB venant des services. Et contrairement à 1998, notre dernière crise pétrolière, où notre économie était dépendante à plus de 20% de nos opérations pétrolifères, maintenant, seulement 10% du PIB. On peut le voir ici, au niveau des pétroles et mines, les services sont 61%, les pétroles et mines sont 14% et 10% du PIB maintenant vient du secteur pétrolier. Donc, la crise pétrolière a certes un impact négatif sur la croissance, mais son impact est moindre que la crise sanitaire, qui, elle, touche tous les secteurs. Une façon durable de régler notre problème d'instabilité des prix du pétrole, on a même vu des prix du pétrole négatifs, serait de créer un programme d'autosuffisance énergétique, comme l'a fait les États-Unis, avec un programme d'infrastructure et de réserve stratégique. Le cours de notre baril Western Crude Oil semble nous indiquer que ce type de projet pourrait être au moins à l'étude. Par contre, presque inévitablement, la crise sanitaire va pousser l'économie vers une récession, du moins temporaire d'ici la fin de l'année. Notre scénario de base étant la découverte et la mise en marché à grande échelle d'un vaccin d'ici décembre 2020, ainsi que l'établissement d'un protocole de traitement évitant la majorité des décès et immunité que bien que non généralisée et non permanente, car rien n'est permanent en biologie excepté la mort, cette immunité est suffisante pour permettre un endiguement du virus, ce qui amènerait une reprise en V. La possibilité d'une récession ainsi que la coupure des taux directeurs a amené une baisse importante des taux d'intérêt avec beaucoup de volatilité. Ils sont maintenant à des creux historiques. On peut le voir dans le graphique de gauche. Les taux négatifs en Europe perdurent, ce qui amène son lot de défis pour notre équipe de gestion en France. La gestion active est essentielle maintenant qu'il n'y a plus de prime de risque associée aux obligations. Mais nous avons aussi vu une quantification de la courbe, principalement au Canada. On peut le voir ici dans le graphique de droite. Dans un scénario de reprise en U ou en L, où le choc à la demande est plus important que le choc à l'offre, il ne devrait pas y avoir de réaugmentation des taux. Mais dans un scénario en V, principalement s'il doit y avoir un découplement rapide des chaînes de production ou une distribution de ces chaînes due à des infections, comme on le voit en ce moment dans la production de viande au Canada et aux États-Unis, il est possible et même probable que le choc à l'offre soit plus important que le choc à la demande. Et à ce moment, il faut prévoir une augmentation de l'inflation et des taux. Nous avons aussi pu observer un élargissement rapide des écarts de crédit. Vous pouvez le voir ici dans le graphique à votre droite. Toute proportion gardée, davantage pour les provinces que pour les corporations. Les écarts corporatifs sont loin de la crise de 2008-2009, bien que l'indice corporatif soit plus risqué en ce moment qu'en 2008, avec une proportion plus importante d'obligations triple B. De plus, l'économie mondiale a subi une brûlure importante. Comme brûlure,
On peut observer le dommage, mais on ne l'a pas encore senti, c'est encore trop récent. Dans ce contexte, la sélection de crédit devrait prendre encore plus d'importance dans les prochains mois. On remarque l'impact de la décision de la Banque du Canada d'acheter des obligations provinciales et corporatives sur les écarts de crédit. On peut le voir, les écarts avaient fortement augmenté, puis ensuite se sont rétrécis suite à l'annonce. Comme on l'a démontré, cet impact est fort probablement temporaire. Il deviendra permanent seulement si nous pouvons mettre fin à la pandémie par un remède, un vaccin, et en obtenant l'immunité pour la population. Selon notre scénario de base, les écarts de crédit devraient continuer à bien performer. Le graphique de gauche compare la volatilité des actions américaines, VIX, et des obligations américaines, MOVE. Le VIX utilise les options sur l'indice S&P, le MOVE sur les obligations du Trésor américain. Alors que nous avons connu une période de volatilité très élevée, nous sommes retournés à un niveau beaucoup plus bas en termes d'attente de volatilité après des coupures de taux et autres interventions directes de la Fed. C'est particulièrement vrai pour les taux d'intérêt qui sont presque revenus à des niveaux de volatilité pré-crise. La liquidité a été particulièrement frappée pendant cette crise. Par exemple, selon certains courtiers, le volume était entre 25 et 35 % de ce qu'il était avant la crise pour les obligations corporatives. Ce bas volume a amené, pendant un certain temps, des prix très différents d'un courtier à l'autre, surtout en obligations corporatives. Nous avons pu observer dans le fort de la crise en fin mars des écarts de crédit pouvant être entre 50 et 60 points de base plus larges que l'indice pour les obligations corporatives au niveau des ventes, tandis que les écarts pouvant atteindre 5 points de base, alors que normalement ils étaient de 1 point de base pour les obligations provinciales. Le graphique de droite nous montre la différence entre le prix d'un FNB indiciel et le prix de son sous-jacent. Ceci n'est qu'un exemple, mais il y a une dislocation importante pour plusieurs FNB due au manque de liquidité. Le vent de panique amenant des pertes importantes et encore plus importantes que la valeur sous-jacente pour ceux qui voulaient se départir de leur FNB. Cette situation n'existe pas avec la gestion en direct. Je vous ai présenté la situation telle que nous l'analysons, son impact potentiel sur l'économie et les marchés. J'aimerais maintenant vous présenter les opportunités que nous voyons dans le marché. La première étant les obligations à rendement réel. La Banque du Canada a une cible d'inflation de 2 % à long terme, avec une fourchette de 1 à 3 %. Depuis la mise en place de cette politique en 1996, la Banque a été très efficace. Aujourd'hui, l'inflation anticipée par les marchés est en deçà de 1 %. On peut le voir ici à droite, soit sous la fourchette inférieure de la Banque. Si on compare les rendements à long terme, une obligation nominale 30 ans a un rendement de 1,12. Une ORR, si l'inflation à long terme est de 2 %, offrira un rendement à échéance de 2,14. Premièrement, nous nous attendons à ce que l'inflation reprenne lorsque la crise soit derrière nous. Deuxièmement, en ce moment, nous vivons un choc de demande, ce qui est une forte pression déflationniste. Mais nous devrions vivre un choc de l'offre bientôt, où la fermeture des usines et l'impossibilité de mobilisation de la main-d'œuvre viennent augmenter les prix à la consommation. Troisièmement, dans un scénario de reprise en V, nous voyons un choc inverse à la demande, accentué par les stimuli fiscaux. Quatrièmement, nous sommes en bas de la cible de l'inflation de la Banque du Canada. Historiquement, cette situation ne perdure pas longtemps. Vu notre analyse, nous avons ajouté des ORR dans les mandats où c'est permis et nous recommandons l'ajout de ces instruments comme alternative à des obligations long terme. Notre seconde opportunité est l'achat d'obligations provinciales comme alternative à la dette corporative. À la fin de l'année dernière, nous avions comme scénario de base une augmentation des écarts de crédit et de la volatilité comme conséquence de fin économique. Nous avons donc positionné nos portefeuilles de manière plus défensive, tout en gardant, bien qu'au plus bas de nos barèmes de gestion, nos biais stratégiques de surpondération de crédit de haute qualité. En mars, lorsque les écarts se sont élargis, nous en avons profité pour augmenter notre exposition aux obligations provinciales et avons réinitié une position importante en municipalité. Les obligations provinciales sont encore attrayantes, avec des écarts de crédit de près de 100 points de base par rapport aux obligations gouvernementales. Nous recommandons leur achat, particulièrement dans un contexte où le gouvernement soutient ses provinces et où nos économies ont subi des brûlures importantes, où l'impact n'est pas encore connu et n'est pas ressenti dans le secteur corporatif. Une autre opportunité de marché est, selon nous, l'achat des obligations municipales non cotées. C'est un segment du marché qui est souvent ignoré, mais qui offre des rendements supérieurs avec un niveau de risque gouvernemental. Notre analyse de crédit avancée, ayant fait ses preuves, nous donne un avantage en sélection de crédit municipal dans le non coté. Cet avantage, en ce moment, est utile.
Les municipales non cotées transigent en ce moment au même taux que les obligations corporatives. Avec la venue de défaut en obligations corporatives, on pourrait voir les écarts s'élargir considérablement par rapport aux obligations municipales. Comme c'est un marché plus niché, l'expérience et l'expertise sont fondamentales pour ajouter de la valeur. Et notre relation de proximité avec les courtiers, ainsi que notre statut d'investisseur important dans le marché, sont essentiels. Les écarts de crédit corporatif sont moins larges qu'en 2008, à l'exception du secteur de l'énergie, qui souffre d'un changement structurel de l'offre et la demande. Nous sommes stratégiquement sous-positionnés en énergie, donc nous avons bénéficié de cet élargissement. Comme nous en avons discuté plus haut, nous croyons que les obligations corporatives peuvent offrir des opportunités, mais la sélection de titres et de secteurs est primordiale. Certaines entreprises pourront faire défaut. Certains secteurs seront plus touchés que d'autres. Nous voyons une dislocation du marché entre les risques de défaut de certaines entreprises et l'évaluation du marché de leurs obligations corporatives, surtout dans un moment de stress lorsqu'il y a peu de liquidités. Optimum a une technologie unique, créée à l'interne par une équipe dédiée qui l'améliore constamment. Cette technologie permet de comparer pour un même émetteur les obligations, les actions privilégiées et les actions ordinaires au Canada et aux États-Unis. Nos algorithmes de recherche classifient les opportunités en sélection de titres, extraient l'information pertinente pour l'analyse de crédit et le choix des meilleures positions corporatives, et notre infrastructure technologique nous aide en construction de portefeuille et en gestion de risque, ainsi qu'incorpore nos scores ESG directement dans nos analyses de crédit, nous permettant non seulement de construire des portefeuilles performants, mais également surperformant les indices ESG. Nos équipes intègrent un processus de gestion globale au Canada, en Europe et aux États-Unis utilisent cette technologie autant pour trouver de la valeur que pour juger des risques et suivre la performance de nos mandats. Notre dernière opportunité présentée aujourd'hui est une sous-catégorie des actions privilégiées. Nous incluons cette classe d'actifs comme alternative aux obligations corporatives. Et générant en ce moment un rendement entre 6 et 9 % lorsque nous la comparons à nos obligations de qualité similaires, générant entre 2 et 3 %, elle présente un niveau d'entrée fort intéressant. Si vous désirez en savoir davantage, un webinaire sur les actions privilégiées est disponible. En conclusion, nous faisons l'expérience d'un marché de turbulence qui offre d'excellentes opportunités d'amener de la valeur ajoutée pour des équipes de gestion aguerries. Historiquement, c'est d'ailleurs dans des crises que nous avons le mieux performé. À date, en 2020, notre excellente performance et la volatilité raisonnable de notre valeur ajoutée est de bon augure. La volatilité amène son lot d'opportunités et de dangers. C'est dans des moments comme celui-ci que la sélection de titres prend tout son sens. Nous étions positionnés défensivement en début d'année, avec une sous-pondération aux obligations corporatives et une qualité de nos portefeuilles supérieure à l'indice. Nous avons depuis augmenté cette pondération en gardant notre billet de qualité et avons augmenté notre pondération aux provinces et aux obligations non cotées. Au 31 mars, nos portefeuilles avaient des rendements légèrement derrière l'indice dû à nos billets stratégiques, mais également dû à notre ajout de crédit de qualité dans cette période en fin mars. Mais déjà en avril, nous sommes bien en avance dans la plupart de nos mandats par rapport à nos indices de référence. Nous sommes bien positionnés pour tirer avantage des opportunités et dislocations du marché. Avoir un processus robuste, une technologie de pointe et l'expertise de la déployer sont primordiaux. Notre vue internationale avec une compréhension des marchés globaux ayant des équipes de gestion à Paris, à Stanford et Montréal nous donne le pouls sur la situation mondiale, ce qui est critique en temps de pandémie globale. Notre technologie nous aide à identifier les opportunités rapidement dans un marché en mouvement, ainsi qu'à mieux suivre l'évolution de nos rendements et nous assurer de la qualité et constance de nos scores ESG. Nous suivons l'évolution de la pandémie et sommes prêts à réallouer en fonction de nos modèles d'allocation d'actifs performants si la situation change. Merci de votre participation. Nous espérons avoir pu vous aider dans votre analyse de la situation. J'attends vos questions. N'hésitez pas non plus à nous contacter par courriel. Merci beaucoup, Pierre. C'est très intéressant. Donc, je rappelle comment vous pouvez poser vos questions. Donc, soit vous pouvez cliquer sur Q&A en bas et l'écrire, ou vous pouvez aussi lever la main et Léo vous donnera la parole. Donc, déjà dans les questions que nous avons, c'est considérant la crise, est-ce que vous avez mis l'aspect ESG de côté dans votre sélection de titres? Absolument pas. Le côté ESG nous a d'ailleurs beaucoup aidé pendant la crise. Nous sommes stratégiquement sous-pondérés du secteur énergie, en grande partie dû à des considérations ESG. Puis cette sous-pondération-là a très bien performé.
La sélection de titres, comme telle, inclut les facteurs ESG, puis on s'est rendu compte que les compagnies qui avaient une meilleure gouvernance performaient mieux. Donc, on ne l'a pas mis de côté. S'il y a de quoi, on l'a mis en avant. Parfait. Une autre question. Quel secteur des obligations corporatives est-ce qu'on devrait laisser de côté? Bien, ça dépend des scénarios. Hein. On vous a donné une infrastructure de gestion, on vous a donné une façon de penser, une modélisation du scénario. Les modèles d'allocation d'actifs traditionnels ne voyaient pas venir cette pandémie. Dans une situation de pandémie, il faut adapter notre pensée. Donc, nos 4 scénarios vont déterminer quels secteurs vont rebondir le plus. C'est évident que dans un scénario en V, l'hôtellerie pourrait bien performer, par exemple. Les croisières pourraient bien performer parce qu'ils ont beaucoup souffert. Le marché, en ce moment, voyant plus un scénario en U se déployer. Dans un scénario en U, c'est évident que tout ce qui est en l'hôtellerie, le secteur aérien, l'énergie, tout ce qui est cyclique devrait moins bien performer. Dans un scénario en L, on pourrait voir certains pans de l'industrie complètement disparaître. Donc, on peut voir, par exemple, les croisières, plusieurs croisières faire défaut, même chose en hôtellerie. Finalement, dans le dernier scénario, bien, à ce moment-là, beaucoup de pans de l'économie pourrait mal performer. Donc, ça dépend vraiment de c'est quoi votre scénario à vous comme investisseur. Nous, notre scénario en ce moment est en V. Ça ne veut pas dire qu'on met beaucoup d'accent sur l'hôtellerie, par exemple. Même au niveau corporatif, on reste défensif. Optimum a tout le temps travaillé pour garder le capital de ses investisseurs en première priorité. Donc, nous, notre opportunité la plus intéressante en ce moment, c'est le secteur provincial parce que c'est lui qui a élargi le plus en proportion. Mais disons qu'on avait des mandats uniquement corporatifs, mais à ce moment-là, on déciderait avec l'investisseur, on parlerait de c'est quoi la tolérance de risque, puis on gérerait en fonction de ça. Une autre question. La consommation représente entre 60 et 70 du PIB. Avec la pandémie, le consommateur s'est retiré. S'il reste prudent dans les prochains mois, quelle pourrait être l'influence sur le scénario de base et les marchés financiers? Bien, à vrai dire, dans nos scénarios de base, dans notre scénario de base, même dans une reprise en V, il y a du flottement. Donc, on voit le consommateur rester prudent. La psychologie du consommateur est importante. La psychologie de l'individu aussi, du producteur est importante. On peut dire aux individus de rester chez eux. Les individus vont écouter s'ils voient un danger réel. On peut voir à travers la façon dont les individus sont comportés à date qu'il y a une peur réelle dans la société. Pour pouvoir réduire cette peur-là, il va falloir un remède, il va falloir un vaccin, puis il va falloir prouver qu'il y a une certaine immunité. Lorsque les individus vont se réveiller par rapport à ça, bien à ce moment-là, ils vont commencer à reconsommer. Donc, même dans un scénario de reprise en V, on voit à peu près 1,5 de flottement. La différence entre un scénario en V et un scénario en U, c'est qu'un scénario en V, tu as 3-4 mois, 5 mois, 6 mois de flottement où le consommateur reste prudent, recommence tranquillement à sortir, on voit l'économie se redéployer. Tandis qu'un scénario en U, bien, ça peut prendre 24 à 36 mois. C'est ça les différences principales. À la page 14 de la présentation, est-ce que les obligations sont plus volatiles que les actions? Est-ce que c'est ça qu'on doit en conclure? Oui, non, ils ne sont pas à la même échelle. Donc, le move peut paraître plus volatile que les actions, mais les actions sont beaucoup plus volatiles que les obligations. Historiquement, la volatilité d'une action est à peu près 2 fois celle d'une obligation lorsqu'on les compare, non pas en point de base, mais qu'on le compare en pourcentage de notionnel. Donc, c'est juste une question d'échelle. Parfait. Autre question. On a vu dans le graphique le retour des écarts de crédit. Est-il trop tard pour les obligations provinciales? C'est moi, je regarde le graphique, donc obligations provinciales. Donc, non. Il n'est pas trop tard pour les obligations provinciales. On est quand même à des niveaux beaucoup plus élevés que de moyenne. S'il y a un revirement en V, on devrait revenir plutôt rapidement vers des moyennes historiques. Donc, c'est encore un bon temps. Dans un scénario en U, on est probablement plus fair price, on est probablement là où on devrait être.
c'est évident que dans un scénario en L, par exemple, l'endettement pourrait continuer à augmenter. Puis à ce moment-là, ce que ça va dépendre, ça va être pas la charge au niveau des provinces par rapport à la charge au niveau du fédéral. On voit le fédéral et la Banque du Canada supporter les provinces. Nous, on croit que ce support va continuer, va se poursuivre, puis s'il y a besoin, va s'accentuer. Donc, c'est encore un bon moment pour embarquer dans les obligations provinciales en ce moment-ci, particulièrement si on considère des obligations corporatives. Une autre question ici. Étant donné la situation actuelle de déconfinement dans plusieurs pays qui semble se faire progressivement, est-ce que le marché des actions a réagi trop rapidement en avril? Excellente question. Lorsqu'on parle du marché des actions, on entend souvent en ce moment le mot volatilité associé avec. Les actions ont eu un rebond important après le 23 mars, le 23 mars étant le pas, donc vers la fin mars. Selon nous, ce qui est arrivé, c'est que les attentes en termes de pandémie ont changé. On voyait le nombre de décès puis le confinement s'étendre sur une période beaucoup plus longue. Il y a des avancées pharmacologiques avec Remdesivir, des cocktails qui sont mis en place pour descendre le nombre de mortalités, puis également l'avancement de vaccins. La Maison-Blanche a dit la semaine dernière, vendredi dernier, que par exemple, il n'y avait pas vraiment de budget, c'était un blank check pour le développement de vaccins. Donc, il y a entre 70 et 93 compagnies qui ont des vaccins. Les actions réagissent par rapport à ça. Donc, on peut s'attendre à une volatilité. S'il y a une reprise en V, ça peut être un point important, ça peut être un point d'analyse ou un point de réflexion. S'il y a une reprise en V, les actions ne sont pas encore à des niveaux attendus parce que l'économie va rebondir fortement. Donc, on pourrait prendre un modèle d'allocation d'actifs, par exemple, qui dirait, bien, si vous pensez qu'il y a 50 de probabilité de reprise en V, mettez 50 dans les actions, 50 dans les obligations. Si vous pensez qu'il y a 40 bien là, mettez 40 Si vous croyez que, par contre, si vous croyez qu'il y a 50-60 d'une reprise en U, prenez un niveau au niveau des actions où les pans d'économie vont se stabiliser, puis à ce moment-là, commencez à investir à ces niveaux-là. Pour un L, c'est la même chose. Et finalement, si on croit qu'il n'y aura pas d'immunité, pas de vaccin et qu'il n'y aura pas de remède, bien à ce moment-là, n'investissez pas dans les actions. Donc, c'est vraiment, est-ce que les actions ont réagi trop vite dépend vraiment de qu'est-ce qui va arriver au niveau de la pandémie. Est-ce qu'on va trouver un remède? Est-ce qu'on va trouver un vaccin? Est-ce qu'il va y avoir une immunité? Dans ces cas-là, ces trois cas-là, disons c'est de la fin 2020, bien, la réponse, c'est non, les actions n'ont pas trop réagi. Dans le cas, je vais reprendre un peu sur ça, dans le cas d'une reprise en U ou d'une reprise en L, on pourrait donc voir les actions descendre à des niveaux inférieurs à ce qu'on a vu. Absolument, absolument. Au mois de mars. Donc, puis on n'a pas la certitude du tout que c'est le cas. Même si c'est un scénario de base, on estime entre 70 et 80 des probabilités que ce soit une reprise en V. Donc, il y a 20 des probabilités. Cette probabilité-là change de jour en jour. C'est entre, mettons, 10 et 30 des probabilités qu'il y ait une reprise en U. On estime en ce moment une reprise en L plus autour de 1 à 5 puis finalement, un scénario de décroissance économique en bas de 1 Mais avec les avancements pharmacologiques, avec les avancements médicaux, des résultats qui sortent à tous les jours, bien, ces attentes-là sont revues. Donc, c'est possible qu'on revoie fortement à la baisse une reprise en V si on n'a pas des développements qu'on s'attend. Pour aller plus vers une reprise en U ou même une reprise en L. Okay. Je vais avec une autre question. Donc, si on suppose un recouvrement en U, comme certaines personnes dans le marché le prévoient, est-ce que les provinces représentent toujours une opportunité? Oui, c'est une très bonne question. Je l'ai un peu adressée dans ma dernière réponse. La réponse est complexe. Donc, ça dépend combien d'endettement les provinces vont prendre par rapport au fédéral. Si le fédéral semble vraiment vouloir supporter les provinces. Donc, si le fédéral continue dans cette volée-là, dans cette lancée-là, à supporter les provinces, disons par exemple qu'il y a des programmes d'infrastructure qui sont mis en place, puis qu'il y a des dépenses qui passent des provinces vers le fédéral, bien à ce moment-là, la réponse, c'est oui.
Sinon, selon nous, on pourrait être relativement bien pricé. Les provinces sont passées de 100 à 150 milliards de dépenses par année. Le gouvernement a un programme de 50 milliards. Bien, si la Banque du Canada a un programme de 50 milliards d'achats de provinces par année, donc leur dépense est relativement, en ce moment, inchangée par rapport à l'an dernier. Si la situation se poursuit, puis qu'on voit une reprise en U, disons, entre 24 et 36 mois, bien, l'impact des programmes actuels, disons qu'ils ne les augmentent pas, va être absorbé par le gouvernement. On pourrait même voir une légère augmentation à des niveaux relativement similaires, entre 90 et 100 points de base par rapport au gouvernement. C'est des différentiels qui, selon nous, pourraient faire que le marché absorbe l'excès. Si on doit passer au-dessus de 250 milliards, peut-être qu'on pourrait voir les écarts augmenter relativement considérablement à 150, 200 points de base. Mais on ne voit pas ce scénario-là d'augmentation de dépenses pour le moment. Parfait. Prochaine question. Qu'est-ce qui nous amène à privilégier une reprise en V? Bien, c'est les développements. En ce moment, on voit trois facteurs critiques pour une reprise en V, soit l'immunité, les remèdes et le développement de vaccins. Puis, c'est les progrès en termes de développement de vaccins, puis de remèdes et d'immunité. Donc, il y a beaucoup de questions. On voit qu'il y a près de 20% de la population avec des analyses d'anticorps qui ont été déjà infectés. On voit une stabilisation de la mortalité dans les pays développés. Donc, on est en train d'inférer certains barèmes d'immunité. Il y a beaucoup de spécialistes qui voient l'immunité ou de médias qui amènent l'immunité comme étant blanc puis noir. Soit que tu es complètement immunisé, soit que tu n'es pas du tout immunisé. Mais à l'intérieur de ça, il y a toute une bande grise. Et c'est où on se situe à l'intérieur de la bande grise qui critique l'endiguement du COVID va dépendre beaucoup de cette zone grise-là. Combien les gens sont immunes? Est-ce que tu es capable de réattraper le COVID? Donc, les nouvelles en ce moment ont poussé le marché entre le 23 mars puis aujourd'hui à commencer à diminuer la probabilité d'une reprise en U ou en L, puis à augmenter la probabilité d'une reprise en V. Nous, on suit le marché là-dedans. On était le 23 mars, quand on a vu les analyses de Remdesivir, les analyses préliminaires, ce qui allait s'en venir, on croyait que ça allait amener des conséquences importantes au niveau du traitement de la maladie. En termes de développement de vaccins, on a vu Johnson & Johnson, Inovio, Moderna, Oxford, puis les scientifiques d'Oxford avaient déjà développé des vaccins pour le SARS et le MERS, qui sont des cousins du COVID, arriver avec des avancées importantes au niveau pharmacologique. Donc, c'est ça en ce moment qui nous fait favoriser une reprise en V. Mais c'est sûr que le portrait, le landscape, ce qu'on dit en anglais, ça change beaucoup, ça change très rapidement. Donc, il faut être adaptatif, il faut être flexible, il faut être agile dans notre gestion. Okay. Prochaine question. Est-ce qu'on peut voir des taux négatifs au Canada ou aux États-Unis? Si oui, c'est quoi l'impact que ça peut avoir sur l'économie? Oui, donc la réponse, c'est oui, on ne peut pas écarter des taux négatifs. On le voit en Europe, il y a des taux négatifs. Par contre, structurellement, les marchés nord-américains sont plus résistants à des taux négatifs. Une des possibilités pour cette résistance-là est la crise de 2008. Donc, la crise de l'immobilier a fait en sorte que tout un pan de l'économie a tombé. Ça a mis beaucoup de pression sur les banques centrales et les gouvernements à tenter de freiner l'endettement des particuliers. Des taux négatifs amènent normalement des taux d'endettement plus élevés. Ça amène des bulles aussi. Ça amène beaucoup de problèmes à l'intérieur d'une société. Des problèmes qui pourraient être reflétés d'une façon beaucoup plus importante en Amérique du Nord qu'on peut le voir, par exemple, en Europe ou au Japon. Donc, bien que c'est possible qu'on voit des taux négatifs, bien, on ne le prévoit pas à ce moment-ci. En termes d'impact, mais là, j'en ai parlé, ça risque d'amener des bulles au niveau de l'immobilier, des bulles au niveau des actifs de risque, des bulles au niveau de l'endettement, qui pourraient causer de l'instabilité dans le nombre de défauts, autant d'entreprises que de particuliers. Pas énormément de bénéfices à avoir des taux négatifs par rapport à des taux très bas, puis il y a plus, selon nous, d'inconvénients.
problèmes que ça peut apporter. Prochaine question. Quelle est votre allocation d'actifs actuelle par rapport à un portefeuille neutre ou à sa cible? Oui, donc on est descendu à 40 en février, 40 actions, 60 45 actions, 55 obligations. On n'a pas vu venir la crise du COVID. Ce n'est pas quelque chose qu'on a prédit. On est en fin février, on a observé, mi-février, même, je dirais, on a commencé à la suivre à la fin janvier. Mi-février, on a commencé à observer que ça pouvait devenir une crise importante. Par contre, l'impact économique n'avait pas été identifié jusqu'en début mars. Donc, on était défensif, on était positionné défensif en partant de notre allocation d'actifs parce qu'on était en fin de cycle. Suite à ça, on a augmenté à 50 en fin mars. Là, maintenant, on est surpondéré actions, environ 55-60, mais c'est juste un mouvement du marché. Parfait. Je n'ai pas vu des gens qui ont levé la main, donc vous pouvez continuer à poser vos questions en Q&A ou cliquer sur la petite main. Une question ici qui est en répartition d'actifs, mais à travers les secteurs et à travers la courbe. Donc, où en sommes-nous aujourd'hui? Donc, en termes de courbe, on préfère le municipal dans le court terme, le corporatif dans le mid, puis les provinciales dans le long. Ça, c'est des biais stratégiques. Donc, on maintient en ce moment ce positionnement-là, sauf qu'on est plus barbell, on est plus dans les municipales. Donc, on est moins dans le corporatif, dans le mid, on est plus dans les municipales, dans le court, puis dans les provinciaux, dans le long. La courbe de crédit, toutes les courbes de crédit sont relativement quantifiées. Donc, ça vaut la peine d'être positionné comme ça. Au niveau des secteurs, on est stratégiquement positionné, positionné en infrastructure, télécom, sous-positionné en énergie. On garde ce positionnement-là. C'est évident que là, l'énergie a perdu beaucoup, mais pour nous, la volatilité associée à l'énergie ne vaut pas nécessairement le rendement. Puis, le ratio d'information de nos mandats est très important. Ce n'est pas juste combien de points de base on peut générer par année, c'est la certitude avec laquelle on peut amener ce nombre de points de base-là qui est important pour nous. Donc, on cherche à éviter les scénarios où on peut perdre beaucoup par rapport à des indices ou en absolu. Donc, c'est ça qui dicte notre positionnement. Maintenant, une question sur les obligations à rendement réel. Donc, peut-être juste là, expliquer le principe de l'inflation anticipée dans le graphique et puis avoir peut-être une idée de où nous, on anticipe cette inflation-là dans les années futures. Donc, l'inflation anticipée, c'est simplement le différentiel d'intérêt entre l'obligation à rendement réel puis l'obligation nominale qui justifie le prix de l'obligation à rendement réel. Donc, par exemple, si une obligation à rendement réel, comme en ce moment, se transige environ à 1 mais ça veut dire que ton taux, qui est ton taux nominal, moins ton taux de ton obligation à rendement réel, donne ce 1 %-là. Nous, on anticipe une augmentation de l'inflation. Est-ce qu'on a un niveau précis d'inflation à ce niveau-ci? Non. On ne peut pas identifier pendant les 30 prochaines années où va être l'inflation. Mais relativement à des obligations nominales, en ce moment, la valeur des obligations à rendement réel est attrayante. Pourquoi? Parce que l'inflation anticipée, le différentiel, n'est pas justifié par ce que la Banque centrale s'attend, puis ce que nous, on donne en termes de scénario. Donc, le plus important lorsqu'on achète ce type d'obligation-là ou qu'on achète n'importe quelle obligation n'est pas nécessairement, ultimement, ça va être quoi le taux, mais c'est comment les changements de perception du marché, puis comment les changements structurels du marché vont impacter leur évaluation entre-temps. Donc, c'est pour ça que c'est dur pour nous de dire, écoute, moi, honnêtement, je me fierais sur la Banque du Canada. Si la Banque du Canada cherche à avoir 2 % sur un cycle,
bien, ils vont faire tout en leur mesure pour l'obtenir. Donc, mes projections d'inflation à long terme seraient probablement très proches de 2 %. C'est eux qui ont le contrôle. Okay. Peut-être une question qui suit à ça. Comment est-ce qu'on calcule le rendement d'une obligation à rendement réel? Parce que ça semble être différent des obligations nominales. Bien, le rendement, c'est justement, le rendement est calculé en ajoutant année après année l'inflation qu'on obtient, plus un taux nominal au niveau de l'obligation à rendement réel. Donc, si on a 2 % d'inflation en une année, puis que tu as acheté ton obligation à rendement nominal à, mettons, 0,15 de rendement, bien, ton taux va être de 2,15 à la fin de l'année. C'est un peu différent qu'une obligation nominale, parce qu'une obligation nominale paye un coupon. Okay? Puis, si tu achètes une obligation nominale à 2 % de coupon, puis que tu l'achètes à 2 % de rendement, bien à ce moment-là, tu payes 100 $ pour ton obligation. Si tu payes une obligation à 2 % de coupon, puis que tu l'achètes à 1 % de rendement, là, tu vas payer une prime. Mais l'obligation à rendement réel, elle, fonctionne un peu différemment parce que ton inflation est ajoutée à ton nominal à la fin de l'année. Mais c'est similaire en termes de résultats totaux en bout. Tu as une obligation que tu as achetée, disons, à 110 qui vaut 130 parce que tu as eu de l'accumulation de tes primes d'inflation. Et l'inflation serait calculée sur le 130 et non pas sur le 110 dans cet exemple-là? Non, l'inflation est calculée à partir du mouvement du CPI, ce qui est de l'indice à l'inflation au Canada. Donc, cet indice à l'inflation-là va venir ajouter continuellement ton nominal. OK. Parfait. Il y a maintenant une question sur les actions privilégiées. Donc, Oui. qu'est-ce qui fait en sorte que les actions privilégiées ont des taux de rendement vraiment plus importants, par exemple, qu'une obligation pour le même émetteur? C'est une excellente question. Donc, les actions privilégiées étaient traditionnellement, sont apparues vers la fin des années 90, puis étaient traditionnellement avec des coupons fixes. Donc, une compagnie émettait une action privilégiée à 5 %. Le coupon était fixe pour la vie de l'action privilégiée. Mais avec la baisse des taux d'intérêt, ce qui arrivait, c'est que les compagnies devaient souvent racheter leurs actions privilégiées parce que les taux descendaient, ils pouvaient émettre à des taux plus bas. Donc, ça créait des coûts de friction. Ils émettaient, ils rachetaient. Ils émettaient, ils rachetaient. Les acheteurs traditionnels des actions privilégiées, parce que les actions privilégiées, comme les convertibles, ce n'est pas vraiment une classe d'actifs qui sont standards. Ce n'est pas comme une obligation ou ce n'est pas comme une action. Donc, beaucoup moins de joueurs institutionnels dans le marché. La majorité de ceux qui achetaient des actions privilégiées, comme la majorité de ceux qui achètent des obligations municipales, c'était des particuliers. Ces particuliers aimaient avoir un coupon fixe. Ils achetaient une action privilégiée à 25 $, ils obtenaient leur 5 %. S'ils se faisaient racheter plus tard, ce n'était pas grave. Ils perdaient leurs 5 %, ils faisaient juste racheter une autre obligation, une autre action privilégiée à 4 %. Les coûts de friction ont amené un changement structurel dans le marché en 2010. Suite à la crise, les compagnies ont commencé à émettre des actions privilégiées qui avaient un différentiel fixe. Donc, ils vont payer, mettons, 200 points de base par année par-dessus un taux Canada 5 ans qui est remis à jour à tous les 5 ans. Le marché traditionnel, selon nous, n'a pas évalué l'impact de ce changement-là. Eux, ils pensaient tout le temps qu'ils achetaient un coupon fixe. 5 % plus 2 %, ça donnait 7 %. En 2014-2015, c'était parfait. Par contre, en 2015, on a vu une forte baisse des taux d'intérêt qui sont passés de 3 % à 50 points de base. Lorsque les actions privilégiées ont commencé à resetter, donc, il avait été émis en 2010, les premières actions privilégiées avec des marges fixes. Commencé 5 ans plus tard, on a vu le premier changement de 5 ans. Et là, tu es passé d'un taux de 4 % à un taux de 0,5 %. Ton coupon a descendu effectivement de 3,5 %. Ça a été la panique dans le marché. Donc, la valeur a fortement augmenté durant la période 2015-2016. Donc, le graphique qu'on vous présente à la page 21 est une modélisation des actions privilégiées par rapport à des obligations corporatives long terme. Pour nous, lorsqu'ils transigent à forte discount, à l'inverse de prime, à forte escompte,
Bien, ça ressemble beaucoup à une obligation long terme parce que la compagnie ne la rachètera pas. Donc, ils ont perdu beaucoup, beaucoup de valeur pendant cette période-là. Ensuite, avec les taux qui augmentaient, les investisseurs ont commencé à avoir des coupons, parce qu'il y avait des resets à toutes les années, commençaient à augmenter. Avec la descente des taux, là, c'était encore la panique. C'est là qu'on voit une valeur par rapport aux obligations long terme. C'est simplement une mésadaptation, une dislocation structurelle entre les acheteurs puis le marché. Les acheteurs n'ont pas la sophistication pour comprendre l'instrument, n'ont pas non plus la tolérance au risque qu'un investisseur, par exemple, d'obligations corporatives long terme peut avoir. Lui, il comprend qu'avec les différentiels d'écart, ben, il est capable d'aller, il va avoir de la volatilité, mais qu'à terme, ça devrait payer. Donc, c'est ça qu'on doit en ce moment faire, c'est changer la composition structurelle des acheteurs, amener plus d'institutionnels qui, eux, ont une plus forte tolérance au risque. Une question maintenant sur les obligations municipales. Est-ce qu'il y a une différence entre les obligations municipales du Québec et celles du reste du Canada? Oui, il y a plusieurs différences. Si on les compare, par exemple, à la Colombie-Britannique, la Colombie-Britannique sont tous réunis sous une autorité, DCMFA. Donc, il y a une autorité qui émet toutes les obligations municipales. Au Québec, c'est fragmenté. Donc, chaque municipalité émet ses propres obligations. Ça crée un facteur de liquidité qui est vraiment différent. En termes de bilan fiscal, ben, les actions municipales sont considérées au Québec comme étant à l'extérieur du bilan fiscal du Québec. La relation est unique, je te dirais, entre chaque province et ses municipalités. Les nuances sont relativement faibles, mais existent en termes de langage puis de positionnement de la province par rapport à la municipalité. Nous, on croit que la province de Québec supporte ces municipalités. On a fait l'expérience pendant plusieurs années de cas où on a observé de façon subtile la province de Québec s'assurer que les municipalités restaient raisonnables dans leur demande en termes obligataires, puis dans leurs dépenses. Mais ça prend vraiment un marché d'experts puis de gens qui sont près des municipalités pour comprendre ces différences-là. Parfait. Je ne sais pas si je vois d'autres questions. Peut-être juste une dernière question sur comment on choisit, comment on utilise les filtres ESG. Donc, E, S et G sont 3 filtres. Okay? Puis, nous, on utilise une notation externe, un peu l'équivalent d'un Moody's ou d'un S&P qui, eux, vont donner des codes de crédit aux compagnies. On utilise une notation externe pour nous indiquer quelle est la force de chacun de ces facteurs. Ce qu'on essaie de construire, c'est un portefeuille qui bat dans les 3 facteurs l'indice, puis également, bien sûr, le bas au total. Lorsque on va prendre une compagnie, par exemple, qui a un bas score ESG, on va aller chercher pourquoi il y a un score ESG qui est bas. Comme par exemple, certains hôpitaux ont un score ESG très bas parce qu'ils ne mettent pas les efforts nécessaires pour mettre la documentation en place pour donner à l'agence de notation externe qu'on utilise, qui est le GIR, toute l'information nécessaire pour avoir un score ESG. Donc, à ce moment-là, on accepte un bas score ESG dans cette catégorie-là. Mais pourquoi? Parce que nous, on fait une révision à l'interne de cette entreprise-là, puis on soumet cette révision-là au GIR, qui des fois est suivi, des fois ne l'est pas, parce qu'il faut qu'il réussisse lui aussi à obtenir l'information d'une façon indépendante. On aime beaucoup l'utilisation du GIR. Ça nous donne, pour nous, c'est dur d'être juge et jury. Donc, on aime avoir une cote ESG externe. On aime ça être capable d'avoir quelqu'un de l'externe qui vient nous dire « Oui, effectivement, cette compagnie-là, vous avez raison de la choisir. Non, vous n'avez pas raison de la choisir. » C'est une tierce partie qui est indépendante à notre sélection de portefeuille. Donc, c'est comme ça qu'on utilise les cotes ESG. Aussi, considérant que les taux d'intérêt sont très bas présentement et que plusieurs caisses de retraite ou communautés religieuses ont besoin, et même fondations ont besoin de certains revenus annuellement, est-ce qu'il y a des classes d'actifs
qui devraient être privilégiées? Les actions privilégiées sont définitivement une classe d'actifs à regarder parce qu'une action privilégiée est comme une obligation long terme, mais qui amène un rendement qui est vastement supérieur à tout ce qu'on peut obtenir au niveau corporatif. Donc, en termes de revenus, ça peut être important. Les obligations municipales aussi peuvent être très intéressantes parce qu'ils vont obtenir 70 points de base au-dessus des provinces qui, eux, transigent 70 points de base au-dessus des Canada, qu'on peut encore obtenir du 2, 2,25, 2,5% à terme. Donc, c'est les trois catégories d'actifs que je vous dirais, mais dans le fond, c'est les opportunités que je vous ai présentées aujourd'hui. Nous, on est principalement dans le revenu et dans la protection du capital. Donc, c'est ça qu'on voit en ce moment comme opportunité. Par rapport à la dette privée et l'infrastructure, donc comment est-ce que ces catégories d'actifs-là vont réagir en fonction de nos scénarios, soit le scénario V, le scénario U et le scénario L? Excellente question. Donc, on a un litmus test en ce moment sur la dette privée. Hein. C'est la première crise vraiment que la dette privée traverse depuis 2008, puis la première crise qu'elle traverse depuis le changement structurel qu'on a pu observer suite à la crise de 2008. Il y a eu une expansion fort importante du marché. La réponse, c'est « je ne sais pas ». Nous, on a certaines dettes privées. On regarde comment ils déploient leur capital. C'est intéressant. Ça te fait poser des questions. Ils investissent, par exemple, dans l'énergie, ils investissent dans l'hôtellerie. Donc, on leur laisse faire leur travail, mais le point le plus important, c'est que la dette privée n'est pas sans risque comme n'importe quel. Tout ce qui est privé, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Ça veut dire qu'il y a des éléments de mitigation de risque qui sont souvent très idiosyncratiques à chaque deal. Donc, ça va être intéressant de voir comment tout ça va réagir. Le V, le U, le L, pour moi, le V, c'est sûr que s'il y a un rebond très rapide, disons d'ici la fin de l'année, on ne voit pas énormément de défauts, bien à ce moment-là, on n'aura pas vraiment la réponse. Dans un scénario en U, bien là, à ce moment-là, on risque d'avoir une réponse. Et puis là, ça risque d'être intéressant de voir comment les effets mitigateurs qui sont supposés avoir lieu en dette privée ont effectivement lieu. Dans un scénario en L, ça va être encore plus intéressant parce que là, on va voir probablement beaucoup plus de défauts. Puis là, à ce moment-là, on va pouvoir voir réellement c'est quoi l'impact des structures derrière la dette privée. Mais fondamentalement, je vous dirais qu'à long terme, la dette privée et la dette publique devraient réagir à des chocs pandémiques comme on l'a vu là d'une façon très similaire. Peut-être juste une dernière question par rapport à l'immobilier comme classe d'actifs, toujours par rapport à ces scénarios-là. Bien, je vous dirais, au niveau de l'immobilier, ça c'est une autre excellente question. En termes de choc de demande par rapport à l'offre et d'impact sur l'économie, le V, le U, le L, puis finalement le L obtus, le scénario de pandémie où on n'a ni immunité, ni remède, ni vaccin, puis que les gens continuent à décéder, bien, ça va devenir critique dans l'évaluation de l'immobilier. Dans un scénario, prenons le pire des scénarios. C'est clair que l'économie crash, l'immobilier crash. Dans un scénario où, en L, où tu as des secteurs de l'économie qui tombent, qui ne peuvent pas se relever, c'est sûr que l'immobilier va être impacté. Puis, on peut penser, par exemple, au niveau de l'hôtellerie, et l'importance de l'hôtellerie. On peut voir aussi, à ce moment-là, dans un scénario en L, on va voir un changement structurel de la façon dont les compagnies fonctionnent. C'est clair que si on n'a pas de vaccin, et qu'on doit juste se fier sur l'immunité, puis sur un remède, bien, les gens vont avoir beaucoup de difficultés à retourner au travail. On va voir un chiffre qui est relativement permanent au travail à la maison. Puis là, à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est que probablement que l'immobilier commercial va descendre, tous les centres d'achat vont descendre. Finalement, dans un U, l'impact va être important, puis ça va devenir une question d'immunité. Si on ne trouve pas de vaccin, est-ce que l'endiguement qui est amené par l'immunité va être suffisant pour ramener un échalandage au niveau des magasins? Est-ce qu'on va être capable de reprendre?
notre vie ordinaire? La réponse, en ce moment, si l'immunité est acquise, la réponse c'est oui. Puis ça va prendre, mettons, 24 mois à 36 mois avant qu'on soit capable d'avoir un retour à la normale. Mais c'est sûr que l'humain étant un être qui est social, va vouloir recommencer à se socialiser, va vouloir retourner vers ses anciennes habitudes. Ce qu'on appelle en anglais l'homéostasis, le retour à la moyenne, est très puissant dans notre caractère social. Donc, selon nous, le secteur de l'immobilier devrait revenir, mais après avoir connu un creux également relativement important. Finalement, dans un scénario en V, bien là, à ce moment-là, tu ne devrais pas avoir un impact significatif au niveau de l'immobilier. L'immobilier devrait, parce que l'immobilier étant un marché qui est moins liquide, on devrait moins voir l'impact qu'on peut le voir dans les marchés publics. Parfait. Donc, c'est tout ce qui. C'était les dernières questions que j'avais. Je ne crois pas qu'il y a d'autres questions. Donc, je tiens à remercier tout le monde d'être venu. Pierre et moi sommes toujours disponibles pour répondre à vos questions ultérieurement. Donc, vous pouvez nous envoyer des courriels si vous en avez. Et ou si vous voulez avoir la présentation, on pourra aussi vous la faire parvenir. Donc, merci beaucoup. Et puis, c'est ce qui met fin à la présentation. Merci. Merci. Merci tout le monde.